Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien ce matin ou en ce début d'après-midi, j'espère que vous allez excellemment bien. On va faire le débrief de l'étape numéro 1 du Dauphiné Libéré. J'ai donné la priorité au Giro par rapport au Dauphiné Libéré. Il n'y aura pas d'habillage également pour cette première vidéo pour essayer que ça encode le plus vite possible également. Il y a eu un petit peu le même problème que pour le Giro et puis surtout pour que je le montre rapidement. Donc voilà, ça sera brut de pomme pour cette première vidéo. Après voilà, on aura l'habitude, ça sera le même découpage que d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas à vous abonner. Également, il n'y aura pas de présentation d'étape comme sur le Giro, notamment parce que problème de temps, tout simplement. Là, sur ce Dauphiné Libéré, j'aurais bien aimé le faire, mais un petit peu chargé là au niveau du travail. Du côté de cette première étape, donc c'était au Tour d'Issoire, qui nous emmenait. On allait, hein, c'était un circuit. Il y avait une boucle de 107 km et puis ensuite deux boucles d'une trentaine de kilomètres. Du côté d'Issoire, c'était un parcours plutôt vallonné, pas extrêmement dur. Il y avait 2500 mètres de dénivelé positif, trois côtes au programme. C'était pas très dur, c'était une belle mise en bouche, voilà, et ça nous a donné une course très animée parce que le peloton a joué, le peloton a perdu sur cette étape numéro 1. On va commencer par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, j'ai bien aimé ce qu'a fait Clément Venturini qui finit 3e de l'étape, 2e du sprint, juste derrière Colbrelli. Venturini, c'est un coureur qui joue là quand même beaucoup sur cette course parce que je pense qu'il est en compétition avec Marc Sarrault pour le Tour de France. Ça veut dire que ça sera soit lui, soit Marc Sarrault qui ira sur le Tour de France. Je pense pas qu'on emmène les deux, quoique je peux me tromper également du côté de chez AG2R, qui emmènera certainement également Nance Peters dans cette équipe. Il y aura également Greg Van Avermaet. Et du côté de Clément Venturini, j'ai trouvé que vraiment il y avait un bon placement. Il a fait un bon sprint. Il a fait vraiment un très très bon sprint, Clément Venturini. On le sait que c'est un coureur qui passe bien les bosses. C'est un coureur qui vient du cyclocross également, Venturini, qui fait beaucoup de cyclocross, multiple champion de France de la discipline. Et puis Clément Venturini, même si c'est un coureur qui a une très bonne pointe de vitesse, c'est un tout petit gabarit. 1m65, 60 kg, on dirait un gabarit de grimpeur. Il est plus petit que Bernal, notamment, pour à peu près le même poids. Donc ce qui fait que sur ce type de parcours, il passe très très bien. C'est un coureur qui, je trouve, en plus cette année, a pris de la caisse. Pendant l'hiver, je l'avais vu notamment sur l'Amstel. J'avais trouvé que il était pas mal sur l'Amstel, sur du Tour du Catalogne. Oui, ça me dit rien de l'avoir vraiment énormément vu, mais c'est un coureur qui, je trouve, progresse. Sur l'Estradé aussi, je l'avais vu. Il avait pris une 17e place et je trouve que c'est un coureur qui est très intéressant depuis quelques années. Venturini, pourtant il est professionnel depuis 2014, même 2013 où il était néo-pro chez Cofidis. Ça fait depuis 4 ans, sa 4e année chez AG2R. Il est en fin de contrat également chez AG2R, Venturini. Pourrait être intéressant pour des équipes françaises, je sais pas, BNB Hotel notamment, ou des équipes étrangères, parce que c'est vrai que c'est un profil un peu la Sonny Colbrelli qu'on n'a pas dans toutes les équipes, hein, notamment chez Lotto Soudal. On pourrait peut-être s'intéresser à Clément Venturini, mais je trouve que voilà, il a fait une belle étape aujourd'hui, il faut le souligner, sur un parcours encore une fois 2500 mètres de dénivelé positif qui n'était pas facile pour les sprinteurs. Je continue avec Cyril Gauthier. Belle échappée de Cyril Gauthier, il fallait faire ça, je pense aujourd'hui. BNB Hotel a besoin de se montrer avant ce Tour de France. Et puis Gauthier, il sait qu'il peut plus jouer la gagne sur ce type de parcours. Il était très fort en 2013, 2014, 2015 sur ce type de parcours un petit peu vallonné. Pardon. Mais aujourd'hui, c'est un coureur qui a vieilli quand même, Cyril Gauthier, et voilà, il passe plus aussi bien ce type de montée. Je trouve qu'il il a fait une belle échappée avec donc Van Moor, et il y avait un coureur de chez Bora, j'ai oublié son nom, le coureur de chez Bora, peut-être que je vais le retrouver si je regarde les derniers du classement, c'est pas sûr. Ultime, je vais regarder comme ça. Bora.
C'était Patrick Gamper qui était également dans cette échappée, Gamper. Et voilà, bon, c'est le premier à avoir explosé, mais il a vraiment énormément roulé aujourd'hui. Et je pense que Brent Van Moor peut aussi le saluer parce que il a fait un énorme travail dans l'échappée. Et si aujourd'hui le Belge s'impose, c'est peut-être aussi un petit peu grâce à Cyril Gauthier qui a bien organisé cette échappée, je trouve. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais le mettre en avant. Et puis je termine avec un petit flop pour moi, c'est Emmanuel Morin, le français de la Cofidis. J'aimerais qu'Emmanuel Morin maintenant passe un cap, le français qui a déjà fait des top 5 notamment sur la Vuelta, troisième de la Tropicale à Missabongo également, deux fois troisième d'étape de la Tropicale à Missabongo, sixième pardon d'une étape de la Vuelta. Et c'est vrai que pourquoi je dis ça du côté d'Emmanuel Morin, que j'aimerais qu'il passe un cap, c'est quand même un coureur qui a 26 ans. Alors certes, il est passé professionnel extrêmement tard, Emmanuel Morin. Profil un petit peu atypique. Il roulait notamment pendant très longtemps pour l'équipe de Bretagne. Et c'est un coureur où on n'avait pas forcément repéré son talent chez les espoirs. Mais j'aimerais qu'il passe un cap. J'espère que ça sera sur ce Dauphiné. Alors après, c'est pas un si grand gabarit que ça, Emmanuel Morin. Par contre, c'est un gabarit un petit peu massif. Mais aujourd'hui, je pense qu'il pouvait être dans le peloton numéro 1. Il finit 136e, donc c'est pour ça que je suis un petit peu déçu. J'aimerais que ce coureur-là passe un cap aujourd'hui, Emmanuel Morin, parce que je pense qu'il en a la capacité. Je continue du côté des coureurs au top. Du côté des coureurs au top, il y a le vainqueur du jour, Brent Van Moor. Alors autant vous dire que Brent Van Moor, moi, je ne le connaissais pas. Il a fait deuxième de Tirreno Adriatico. Enfin, je ne connaissais pas très bien. Moi, j'avais vu au championnat du monde du contre-la-montre, U23. Depuis, je ne savais pas dans quelle équipe vraiment il était. Donc il avait fait deuxième d'une étape de Tirreno cette année. Encore une fois, j'ai pas suivi de Tirreno cette année. C'est une course que je n'ai pas pu suivre. Et ensuite il avait couru sur énormément de courses belges. Il n'avait pas roulé depuis le 24 mai parce qu'il avait fait la ronde Van Limburg où il y avait eu des petits soucis d'organisation en passant, et il avait fait l'Amstel également où il avait abandonné sur ces deux courses là. Là aujourd'hui donc il s'impose, très grand numéro de sa part, lui qui est on va dire professionnel depuis 2019, même s'il avait fait une demi-saison avec Lotto en 2018. Ça fait partie de cette nouvelle génération que la Lotto Soudal essaye de mettre en avant. Ils ont recruté énormément de coureurs de leur équipe U23 sur ces 2 dernières années parce qu'ils veulent trouver de nouvelles têtes, et aujourd'hui je trouve que Brent Van Moor, eh bien, il nous a fait un petit peu une Thomas de Rent, si j'accentue avec mon pauvre accent flandrien. Parce que voilà, quand il sort à 15 bandes de l'arrivée, moi il m'a fait penser à De Gent, il m'a fait penser également à un Tige Benoot dans la manière de faire, qui aime bien partir dans des raids solitaires comme ça, qui aime bien contrer dans des échappées, Tige Benoot. Et moi je trouve qu'il a vraiment fait ce qu'il fallait, et puis ensuite très belle résistance face au peloton, mais en même temps c'est un bon coureur de contre-la-montre, donc forcément quand vous êtes coureur de contre-la-montre, normalement vous avez une bonne résistance à l'effort, une belle résistance à l'acide lactique. À lui de continuer comme ça. C'est un bon coureur de classique parce que je vois qu'il a fini deuxième du Het Nieuwsblad Espoir également. Donc c'est un coureur qui est intéressant pour l'avenir. Et 23 ans seulement, mais voilà, c'est cette nouvelle génération vraiment de la Lotto Soudal, et on voit qu'avec ce coureur-là, ça marche. Très grand gabarit, 1m91 pour 79 kilos, mais on voit que c'est un grand gabarit qui passe bien les côtes, parce qu'aujourd'hui c'était pas tout plat, et pourtant il s'en est bien sorti. Donc voilà, très belle étape de la part de Brent Van Moor. Du côté des coureurs au top, j'ai mis également Sonny Colbrelli. Pourquoi Sonny Colbrelli? Parce qu'il finit deuxième de l'étape, premier du sprint. Très bon sprint de la part de Colbrelli. Vraiment, il était, j'ai l'impression, une petite jambe au-dessus de tous les autres coureurs. Alors il faut savoir que sur ce Dauphiné libéré, au niveau des sprinteurs, c'est pas la folie comme souvent, mais peut-être encore plus que d'habitude, du fait qu'aussi on a le Giro, on enchaîne juste après le Giro. C'est vrai que je pense que des sprinteurs ont tenté le Tour de Suisse, d'autres sont allés notamment en boucle de la Mayenne où il y avait une belle starting list, surtout du côté des Français. Donc c'est vrai que Colbrelli est peut-être l'un des rares sprinteurs à être présent, mais là encore,
moi je retrouve le Colbrelli que j'ai connu il y a quelques saisons. Et vraiment une belle course de la part de l'Italien Sonny Colbrelli, vraiment un très bon travail de sa part. Et très bon sprint, surtout face notamment à la Deceuninck et Florian Sénéchal qui a explosé un petit peu dans le final, où d'autres, ouais, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de sprinters, où notamment le cours de la Bike Exchange, Caden Groves, jeune coureur, je crois, hein, Caden Groves, il doit avoir si ça me l'affiche, voilà, 22 ans. Ça sera peut-être même son adversaire numéro 1 à Colbrelli, mais je trouve qu'il a été très très bon aujourd'hui, Colbrelli, et un sprint très bon, alors que il y a eu aussi un bon travail de la Bahreïn, qui je pense a misé sur lui un petit peu quand même pour aller chercher des étapes, parce qu'on a mis Mark Waller, on a emmené Dylan Tunt, qui sont quand même des coureurs à son service. Je continue avec Valverde aussi. Pourquoi ? Parce que Valverde, un top 10 aujourd'hui pour le coureur espagnol, ce qui est assez incroyable, encore une fois, à son âge, 40 ans, 41 même, Valverde a réussi à avoir toujours cette vivacité, cette qualité de placement, parce qu'il y a des coureurs qui ne voudraient plus prendre de risques. Vraiment, il a fait une très très belle étape du côté d'Alejandro Valverde. Il en est quasiment à 20 ans de carrière depuis sa première saison à la Kelme. Mais toujours aussi bon. Valverde, alors c'est peut-être sa dernière saison, mais il pourra dire qu'il est parti au top. Et là, encore une fois, très très belle étape de la part du coureur espagnol. Il a fait le job, il a fait le boulot aujourd'hui. Et moi, il m'intrigue toujours, Valverde. C'est un coureur qui aurait pu arrêter il y a au moins 3 ans, ou qui aurait pu arrêter après son titre de champion du monde, et il continue. Il est toujours... on dirait qu'il a toujours l'esprit d'un cadet, quoi, sur le vélo. C'est assez incroyable d'avoir toujours cette passion, toujours cette envie d'avoir de nouvelles expériences sur le vélo. C'est très intéressant, je trouve, du côté du coureur espagnol. Et puis je termine avec Chris Froome. Pourquoi je termine avec Chris Froome ? Parce que pour la première fois depuis très longtemps, il finit dans le peloton. Et ça, c'est assez incroyable du côté de Chris Froome, en ayant pourtant fait un gros travail pour ses équipiers du côté d'Israël. Je sais même pas pour qui il roulait chez Israël, pour son leader normalement. Mais qui est le leader chez Israël Startup Nation sur cette course, Hermans. Ils ont emmené qui, Israël? J'ai pas regardé la starting list, c'est très mal ce que j'ai fait sur cette course. Catafor, oui, Ben Hermans, donc il a dû travailler pour Hermans, peut-être pour Alexis Renard pour les sprints, mais je pense qu'Alexis Renard devait être lâché. Ou Max Wurtschmidt, peut-être, qui a aussi une bonne pointe de vitesse. Mais il a fait du bon travail, je trouve, aujourd'hui, voilà, du bon travail de placement. Oui, non, il devait travailler pour Hermans, parce que Hermans finit 67e. Wurtschmidt a été lâché comme Alexis Renard, donc c'était pour Ben Hermans. Il a fait un bon travail de placement. Je pense que ça sera le lieutenant peut-être de Ben Hermans. Moi qui a forcément des inquiétudes, parce que je me dis il va aller sur le Tour de France, il a l'air d'être hors de forme, mais aujourd'hui il a montré qu'il pouvait encore avoir au moins sa place dans le peloton. On passe au flop. Du côté des flops, j'en ai 2. Je commence avec McNulty. Aujourd'hui, c'est un coureur qui a perdu beaucoup de temps. Brandon McNulty, c'est un petit peu dommageable. Alors, en sachant que c'est pas forcément le leader de cette équipe, mais je dirais que dans cette formation, tout le monde a perdu du temps, sauf Dombrowski, qui revient de sa chute sur le Giro, la fameuse chute Landa. Donc peut-être qu'on reverra Landa d'ici la fin de saison. Mais Ardilla, notamment, finit à 2,56. Du côté de McNulty à 4,36, en sachant qu'il a eu un problème de vélo, notamment à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Ça n'a pas aidé, mais c'est dommage pour McNulty, parce que c'est un bon coureur. Aujourd'hui, on le sait, c'est un coureur qui doit encore travailler en haute montagne, mais il a fait une étape un petit peu compliquée. Et puis je termine également mon deuxième flop avec Mats Pedersen. Pourquoi ? Parce qu'il finit très très long aujourd'hui, Mats Pedersen. Et surtout, moi je l'ai regardé, j'ai écouté notamment ce que disait Laurent Jalabert. Mais moi j'ai regardé également son physique. Il n'a pas un bon coup de pédale, et c'est vrai que il a l'air plus enrobé qu'en début de saison. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour Mats Pedersen, alors qu'il n'a jamais été un coureur très fit, mais là
Là, si tu me dis, il va aller sur le Tour de France, il fera un malheur, moi je te dis que non. Il est pas prêt pour le Tour de France, là. C'est assez surprenant pour ce coureur-là. Et je trouve que, ouais, il y a lui qui a pourtant gagné Brunberg-Salzburg, notamment, mais il enchaîne 3 abandons quand même sur les classiques belges, sur le Tour des Flandres, sur Gent-Wevelgem, sur le 3. Il avait fait 3ème sur une étape de la Vuelta Andalusia, qu'on appelle également la Ruta del Sol. Mais ouais, pas incroyable, Pedersen. Je suis un petit peu surpris par son état de forme. Et je suis un petit peu inquiet pour lui, pour le Tour de France, parce que normalement il doit faire le Tour de France, mais je me dis, pour l'instant le niveau de forme n'est pas là pour le coureur danois. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors demain, l'étape de demain, juste rapidement, on partira de Brioude pour aller à Saugues. Il y aura une petite bosse dans le final, bosse de 2e catégorie, qui pourrait donner des idées à certains coureurs pour tenter de sortir dans le final. Et je crois qu'on arrive même en bosse, si j'agrandis le profil. Non, il y aura 2 bosses voilà, dans le final, et c'est une étape assez courte, 173 km, voilà, avec 2 bosses dans les 20 derniers kilomètres, ça peut être très intéressant. Et un parcours, là, encore une fois, vallonné avec un col de première catégorie en tout début de journée. Encore une fois, un gros passage dans le massif central. Faire attention, le rendement des routes n'est jamais exceptionnel en cette région-là de France. Donc on fera le débrief de cette étape. Alors soit ce soir, soit demain soir, je sais pas. Voilà, moi j'enregistre si on est le 30 mai 18h08, donc demain soir. Et puis n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.